refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site regardez comme c'est beau, on refait le Mac.com. Sur l'iPad, c'est magnifique. Le débat en vidéo sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et désormais de l'iPod. De l'iPad, il est là. Oh, c'est dur à dire avec l'iPad, l'iPod, on s'en sort plus. Tout de suite, c'est le sommaire. On refait le Mac. L'iPad est à peine arrivé aux États-Unis qu'il défraye encore et toujours la chronique. À la stupéfaction générale, Apple a en effet annoncé son lancement en France et dans le reste du monde avec un mois de retard. Une polémique qui ne doit pas faire oublier l'essentiel. Que vaut vraiment l'iPad ? Quels sont ses principaux défauts qui pourraient nous faire préférer un Mac, un vrai ou un bon vieux netbook ? Nous poserons la question à nos 3 invités qui l'ont eu en main et qui nous donneront leur verdict sans concession. On refait le Mac épisode 16, l'iPad est presque là, deuxième partie. Pour en parler avec nous cette semaine, nous sommes toujours dans les locaux de LCI Radio. Merci à eux de nous accueillir encore une fois. Monsieur X, un ancien responsable d'Apple qui avance à visage masqué. Bonsoir Monsieur X. Bonsoir Olivier, je fais une indigestion d'iPad depuis une semaine. Je n'entends parler plus que de ça maintenant. iPad, regardez le site comme il est beau, j'en reviens pas. Ah là, c'est magnifique. On peut même lancer les vidéos, c'est trop bien, c'est de toute beauté. Puis ça marche pas, mais bon, ça se veut bien. C'est YouTube, ça marche trop bien. Bref, au centre, Cédric Ingrand, journaliste bien connu de LCI Radio. Bonsoir Cédric. Bonsoir, bienvenue chez nous. Oui, c'est très cosy chez vous. Hein. Bah ouais, il y a une connexion internet qui marche, il y a des micros, il y a des caméras, c'est pas mal. Ouais, bah, je vais arrêter la vidéo du coup. Oui, je crois que ce sera mieux. J'arrive pas. D'avance, merci. Et à ma droite, Hubert Nguyen du site hubertgizmo.com qui est très loin de chez nous. Il est à San Francisco. Bonsoir Hubert. Bonjour de San Francisco. Et lui, il est en pleine journée, donc il est en pleine forme, contrairement à nous, parce qu'il est tard là à Boulogne. Bref, on continue. On revient donc sur ce qu'on avait commencé la semaine dernière, à savoir l'iPad. On avait commencé à survoler un petit peu ce qui étaient les points forts et les points faibles. On s'était arrêté au prix surtout. Oui, on s'était arrêté au prix de l'iPad. Une fonction dont on n'avait pas parlé, dont Apple croit beaucoup, c'est la fonction de jeu vidéo. Est-ce que vous pensez que l'iPad, tel qu'il est aujourd'hui, peut être vraiment une console de jeu ? On sait que l'iPhone carbure plutôt bien de ce côté-là. Cédric ? Oui, sinon et on s'en aperçoit à l'usage, certains jeux iPhone, quand on les reprend sur iPad, auraient besoin d'être totalement refaits en termes d'interface. C'est-à-dire que là où sur un petit écran de smartphone, vos 2 pouces peuvent accéder à des commandes simples, quand c'est la même chose sur le grand écran de l'iPad, tout à coup ça marche plus du tout de la même façon. Je me souviens d'un jeu de shoot, un first-person shooter que j'ai essayé sur le vôtre. Je me souviens plus quel était le jeu, il s'appelait comment ? C'est Band of Brothers. Ah, c'est Band of Brothers, voilà. Et ben là, tout à coup, l'interface ça marchait plus du tout. Alors qu'en revanche, il y a des choses qui marchent mieux. Je pense aux jeux qui utilisent l'accéléromètre, la boussole, etc. Les jeux de voiture notamment. Ouais. Jeux de voiture où tout à coup, forcément, la taille de la tablette fait qu'on a une commande beaucoup plus fine de la direction. Donc voilà, moi ce que j'attends, c'est de voir tous ceux qui vont être développés pour, même si, mais ça c'est mon credo personnel, une machine de jeu, il y a des boutons. Il n'y a pas de machine de jeu sans bouton. Ça n'existe pas. Il est illusoire de vouloir créer une machine de jeu sans bouton. On ne fait pas de first-person shooter sans bouton. C'est tout, voilà. Donc ce sera une magnifique machine de casual gaming, de social gaming aussi, parce que moi j'arrête pas d'imaginer Farmville sur iPad. Ce serait une folie, une tuerie totale. Même si on était nous chez Zynga il y a 2 semaines à San Francisco et Zynga ils nous ont dit oui, nous on fera Farmville sur iPad quand l'iPad fera du flash. Donc autant dire que c'est pas pour tout de suite, mais voilà, ça a un vrai potentiel clairement, même si honnêtement je ne pense pas, vu le type de population, que ce soit la chose pour laquelle on va acheter l'iPad. On va acheter l'iPad pour aller surfer sur le web, pour regarder de la vidéo, pour consommer des trucs, et à côté on fera des jeux sympas. Mais c'est pas une machine qui va arriver au rayon jeux vidéo. On va pas l'avoir chez Micromania et chez Game. Hubert, tu semblais assez critique également quant au jeu. Voilà, oui, moi personnellement je trouve que les jeux sont pas mal faits du tout. J'ai travaillé dans l'industrie et en regardant ça, je trouve que c'est vraiment poli et bien fait. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des contrôles, là je rejoins Cédric. Je suis peut-être vieux jeu, mais sans les boutons, etc., c'est vraiment dur de jouer à certains jeux qui ont été portés depuis des consoles en fait plus traditionnelles. Peut-être que dans le futur on verra d'autres modèles de jeux, mais n'empêche qu'aujourd'hui les jeux, attention, il y en a beaucoup et ça rapporte énormément d'argent à mon avis dans le store. Monsieur X. Ouais, bah moi je vais être encore plus sévère. Alors,
En grand fan de Nintendo que je suis, moi je pense qu'il faut non seulement des boutons, mais il en faut 4. Je prends ce qui est pour moi la référence du jeu que je suis capable de commencer à n'importe quelle heure de la journée, même au boulot. C'est Mario Kart sur Nintendo DS. Il me faut 4 doigts, 4 boutons. Donc on est très empreint de cette ergonomie. Et puis il faut que ça soit aussi solide. Moi j'aime bien jouer à ça avec mes 2 filles qui ont chacune une DS dans le canapé. Et on se pousse et on se donne des coups de coude et on vit un peu le jeu. Voilà. Donc pour des jeux d'appoint, comme il y a sur l'iPhone, pourquoi pas. Surtout pour des jeux qui restent à inventer, parce que le gameplay de l'iPad, moi j'ai trouvé un jeu qui m'a plu vraiment sur l'iPhone et sur l'iPad, bien évidemment après une semaine pas encore, et je pense que vraiment ça reste à inventer. On doit pouvoir faire de la peinture avec les doigts, des jeux qui vont lentement ou des jeux de rôle, mais vraiment des jeux simples qui demandent de prendre en main la machine et de vivre avec. Je vois pas beaucoup là. Une des fonctions vraiment de base qui est la fonction première de l'iPad, donc c'est la fonction de tablette internet. Là on est à peu près d'accord, c'est vraiment la balle de ce côté-là. Hubert? Oui, alors ça pour naviguer le web, je trouve ça très très bien, même si c'est vrai Flash ne marche pas, mais en pratique... Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur l'absence de Flash, hein? Ça n'a pas été un gros problème pour moi, c'est un truc qui sort tout le temps, mais honnêtement je vais vous dire 99% du temps ça ne me gêne pas du tout. Ouais. Cédric, arrête de jouer. Non, cette machine ne permet pas d'écouter la French Connection. Cette machine ne permet pas de regarder plein écran. Cette machine est donc nuisible, hein. C'est la seule explication. Ou alors il faut que Watt se mette à faire du... Fais comme moi, soit sur Watt et sur YouTube en même temps. Sur quoi? Ouais, bon, bref. C'est un gros mot, monsieur. Non, sérieusement, le Flash, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'adorerais avoir tous mes casual games, mes Farmville, etc. là-dessus. Mais bon, c'est un choix, et je peux comprendre le choix. Là, pour une fois, c'est le, comment dire. Je comprends le côté ayatollah de Jobs quand il dit non, Flash c'est pourri, ça plante, je n'en veux pas sur ma plateforme. C'est vrai que sur ce type de plateforme, enfin on connaît tous le problème. Quand vous avez votre navigateur internet qui plante, 9 fois sur 10 c'est à cause de Flash. Donc voilà, on connaît les défauts, et il serait à mon avis plus visible encore sur ce type de plateforme. Mais ça reste gênant. Steve Jobs était très sévère, vraiment en critiquant Flash, en disant qu'il était buggé. C'est la raison pour laquelle il ne le voulait pas sur l'iPhone et l'iPad. Il n'est pas clair que c'est pas aussi simple que ça, monsieur X, on est bien d'accord? Non, pour moi c'est de la méthode Coué. Bon, c'est vrai que Flash est pas une techno. On pourrait dire Flash n'est pas une techno très optimisée, mais elle est surtout pas du tout optimisée sur Mac. Flash sur PC, ça marche très très bien dans Internet Explorer, dans Firefox, il n'y a aucun souci. Sous Mac, sur ça Android, fait partir dans les tours le microprocesseur de votre Mac, ce qu'on appelle le CPU, parce que Flash est pas optimisé. Mais c'est parce que Apple et Adobe arrivent pas à s'entendre, parce qu'ils ont toutes ces deux sociétés des égos surdimensionnés. C'est tout. Qu'est-ce qui en pâtit l'utilisateur en final? Moi je rejoins pas Hubert. Moi mes utilisations sur Internet font que j'accède des sites Flash, et peut-être que la majorité des sites n'ont pas besoin de Flash pour tourner, c'est vrai, mais la majorité des sites aujourd'hui que moi je vais voir dans la journée, je suis un utilisateur moyen, ont du Flash. Dernier exemple en date, faut pas que je dise ça très fort, il y a ma femme à côté. Je suis allé voir le site de Mauboussin, le joyeux français. Ouais. D'accord. Voilà, et ben le site de Mauboussin, la homepage, comme le site de l'Espresso pour commander mon café. Je sais pas, je redeviens amoureux, c'est incroyable. Et ben la homepage de Nespresso de Mauboussin, elle est en Flash, donc j'ai une croix. Que ça soit sur l'iPad que j'ai essayé au boulot ou sur mon iPhone, et ça m'embête, vraiment ça m'embête. Dernière chose quand même, et c'est là où Apple, au-delà de faire peut-être sa fortune sur cette fonction-là aux dépens des utilisateurs, est pas très sérieuse vis-à-vis du business model de l'Internet, c'est que toutes les publicités qu'on voit par exemple sur le site de LCI et sur le portail de TF1, qui sont des sites très visités, toutes ces publicités sont en Flash. Donc qu'est-ce qui va se passer pour tous ces gens qui essayent de faire vivre leur site internet d'information avec des bannières publicitaires en Flash, et qu'on ne me dise pas que c'est pas grave, ils utiliseront des versions dégradées en GIF, on va pas quand même retourner 15 ans en arrière, hein. Voilà, donc c'est pas sérieux cette histoire, c'est pas sérieux. Donc alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, monsieur X? Ça veut dire que pour beaucoup d'acteurs majeurs, de groupes de presse majeurs en France ou même à l'étranger qui parient beaucoup, et c'est un peu une bouée de sauvetage pour certains à l'arrivée de l'iPad, il risque d'avoir beaucoup de déceptions dans les semaines, dans les mois qui viennent, c'est ça?
Je sais pas quelle expérience vous en avez sur votre iPhone. Moi, il y a des sites sur l'iPhone que je pouvais pas accéder. Alors maintenant, ce qui s'est passé, ce qu'on a vu sur l'iPhone, c'est Il y a les applis. alors d'abord il y a les applis, et puis il y a surtout une version à côté du site normal, une version dite mobile du site, qui commence par iphone.le-nom-du-site.com ou M pour mobile, puisqu'on pourra l'accéder depuis l'iPhone, et puis par exemple depuis un Android. Donc les gens, vous, quand on édite des sites web, on fait un effort de publier une version internet de leur site avec des fonctionnalités réduites. Voilà, maintenant accéder ce site aux fonctionnalités réduites sur l'écran de l'iPad, là ça fait plus le boulot. J'achète un iPad, c'est pour avoir le vrai site plein écran. Et aujourd'hui, je l'ai pas en flash. Et moi, ce qui m'embête le plus, c'est qu'il n'y a rien qui laisse entendre ni chez Apple, ni chez Adobe, que ça va se résoudre un jour. La seule solution qui est donnée, c'est redévelopper votre site en HTML5. Et ça, c'est une vraie blague. Parce que redévelopper son site en HTML5, c'est peut-être pas super compliqué, mais ça coûte du temps et de l'argent. Oui, et puis c'est incompatible avec Internet Explorer 6, etc., etc. Qui est le standard du marché aujourd'hui dans le monde PC. Non, qui est pas. Attendez, non, IE 6, non, c'est 2001, c'est pas le standard du marché, mais c'est vrai qu'il en reste beaucoup. Il en reste beaucoup. Moi, je connais pas trop le monde PC, hein, bon, faut pas m'en vouloir. Il faut demander à ceux qui savent. Hubert, toi qui as pas mal regardé les sites optimisés pour iPhone, pour iPad, parce qu'il y en a déjà quelques-uns aux États-Unis. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté ? Donc certains sont bien, d'autres sont moins bien. Wall Street Journal, j'aime pas trop, c'est lent, ça freeze toutes les 2 secondes. USA Today, c'est rapide, c'est clair, j'aime bien. J'ai aussi essayé Le Monde qui est beau, mais pas aussi bien léché au niveau interface utilisateur. Ouais. Et puis le problème du Monde, c'est, je crois Cédric, c'est qu'il va falloir faire payer, c'est bien ça, c'est l'enjeu. Alors c'est pas uniquement le problème du Monde, bizarrement, c'est le problème de beaucoup de sites. Je crois que c'est aussi le cas du Wall Street Journal, c'est que tout à coup les prix, et d'ailleurs c'est assez général sur l'App Store, sur l'iPad, des applications qu'on connaissait sur l'iPhone ressortent là à des prix qui sont 2, 3, 4 fois, 5 fois supérieurs. Et pareil pour le titre de presse, si mes souvenirs sont bons, alors là je suis prêt à être corrigé, l'offre du Monde ce serait une trentaine d'euros par mois pour avoir, alors là, la totale, l'accès, le site, l'appli, et le journal, la version papier, et le journal papier, évidemment. Mais combien pour Apple ? Mois Combien pour Apple ? Ah, ça, c'est une bonne question. 30% a priori, peut-être. A priori, 30%. 40% en Europe. 40%. 40%. Pour le monde, 60%. C'est ça, c'est le contrat du SDK. Contrat du SDK, quand vous vendez des médias, c'est 60% pour Apple, 40% pour l'éditeur en Europe, et c'est 70-30 aux États-Unis. Il va falloir économiser. 70% pour Apple, non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Pardon, oui, excusez-moi. Il est tard. Il est tard. Oui, 70-30 et 60-40. 60-40 pour l'Europe. 40% pour Apple, donc ça veut dire que sur un abonnement au Monde, Apple toucherait 12 euros par mois. Ah ouais, elle est belle la mariée, je commence à comprendre pourquoi c'est cher. Parce que 30 euros par mois, on va se le dire gentiment dans les yeux, c'est délirant, c'est n'importe quoi. 30 euros par mois, c'est le prix d'un abonnement à Canal+. Ça fait le truc avec un bouquet de chaînes où il y a le foot en exclusivité, tous les films, etc. C'est le prix du Monde en kiosque. À quoi est-ce que ça sert de s'abonner ? Ces gens ont perdu la raison. Ils sont persuadés que l'iPad va sauver la presse. C'est la plus grosse des âneries que j'ai entendues ces mois derniers. Non mais c'est n'importe quoi. Non mais d'abord, pour que ça sauve la presse, il faudrait qu'ils s'en vendent 50 millions. On n'en est pas encore là. Patience, Cédric. Deuxièmement, pourquoi est-ce que les gens qui ne lisent plus la presse, tout à coup, se remettraient à la lire juste du fait du support ? Je pense que... Non, moi, j'y crois pas. Vous y croyez, pourquoi les gens qui n'achètent pas la presse aujourd'hui se mettraient à l'acheter juste pour le support ? Voilà. Alors, si, de fait, les enrichissements multimédia... pardon, je m'entends en écho. Les enrichissements multimédia... la simplicité d'accès. Moi j'y crois pour les expats par exemple, je suis sûr que Hubert, ça lui fera plaisir une fois de temps en temps d'aller lire Paris Match, j'en sais rien. Moi je serais ravi d'avoir Time Magazine et Wired. L'idée à la base ce serait que ce serait plus facile à avoir, ce serait pas cher, etc. Mais en fait la réalité elle est très très loin de ça. Pour l'instant le pas cher on n'y est pas. Quoi. Ouais, enfin, pour pas faire trop long, mais on va conclure ce sujet de la presse. C'est vrai ce qui a fait le succès de l'iPod et de l'iTunes et puis d'iPhone derrière. Au niveau de la musique, c'est l'instantanéité, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir tout de suite une musique que l'on souhaite, comme ce qu'offrait à l'origine le peer-to-peer, et accessoirement les prix qui étaient assez modiques. Aujourd'hui, on a le sentiment que les groupes de presse veulent facturer le même prix que le papier et la version numérique. Et là, on se dit, c'est vrai qu'on marche un peu sur la tête, et comme ça, les consommateurs, on ne peut pas les prendre pour des
pour des idiots, et si on va comme ça, je suis pas sûr qu'on arrivera à sauver la presse. Là aussi, c'est le début. Peut-être que les prix vont baisser au fur et à mesure parce qu'ils vont s'apercevoir que leur offre à 30 €, le monde, si c'est vraiment ça le prix, c'est ridicule, ça peut pas marcher. On va parler maintenant d'une fonction essentielle, la fonction principale. Il y avait la tablette Internet, mais avant tout l'iPad, c'est un iPod grand format, un iPod Touch grand format, et moi, franchement, j'ai plutôt été déçu par la fonction iPod. Car elle est assez minimaliste, la fonction iPod. C'est-à-dire que c'est pas un vrai iTunes qui est dedans. C'est pas l'iTunes que vous avez sur votre Macintosh. On est là, oui, je sais. Mais c'est un peu saturé, Cédric. C'est un peu, voilà, elle est vraiment minimaliste cette fonction. On n'a pas toutes les fonctions qu'on a l'habitude d'avoir sur son Mac ou sur son PC. Qu'est-ce que tu en penses, Hubert ? Moi, je vais vous dire honnêtement, le côté musique, ça ne m'intéresse que moyennement. Donc, j'ai vu que ça marchait à peu près comme un iPod et ça me suffit. C'est-à-dire qu'il n'est pas autonome, Hubert. Il faut le synchroniser en le branchant en USB sur son Mac ou son PC. Oui, le premier truc que l'iPad vous dit quand vous l'allumez, c'est de le connecter sur iTunes. Donc, il n'est définitivement pas autonome. Donc, et moi, le premier dit qu'à terme, l'iPad pourrait remplacer, notamment chez les débutants ou chez les seniors ou dans les lycées ou les collèges, les ordinateurs. C'est pas aussi simple. Il faut un ordinateur pour démarrer son iPad, Cédric. Ouais, je l'ai dit sur Twitter, c'est la machine parfaite pour les gens qui n'ont pas besoin d'ordinateur, mais il en faut un pour le démarrer. Dommage. Est-ce que, monsieur X, marketingment parlant, c'est pas une erreur que est en train de faire Apple ? Donc continuer à en faire un périphérique d'un ordinateur alors que c'est un ordinateur à part entière. C'est un choix, Olivier. Souviens-toi de ce qu'il y a derrière une des motivations principales d'Apple. Ils sont en train de répliquer un modèle qui a marché, qui est iPod plus la vente de musique en ligne. Ensuite, iPhone, iPod Touch avec des plus grands écrans, avec la partie vidéo de l'iTunes Store. Et puis maintenant, on arrive sur le dernier média qui a capturé, qui est la presse écrite. Et les bouquins. On essaie d'arriver. Voilà. Donc c'est lié à iTunes. Donc il vaut mieux laisser le cordon ombilical iTunes qui est la place de marché et plaire aux gens que ça va attirer, plutôt que d'essayer de faire un produit pour les néophytes. Le produit il n'est pas pensé comme ça. Voilà, on aurait espéré effectivement qu'on puisse allumer l'iPad, se connecter à un réseau Wi-Fi et surfer sur Internet tout de suite, quel que soit le site. Là, il y aurait eu un scénario utilisateur et un positionnement client, à mon avis, ultra intéressant. C'est pas le cas de l'iPad. L'iPad, c'est la meilleure liseuse média du moment pour vendre, je dis bien, de la presse et des livres, avec un confort de lecture, une beauté de lecture, on l'a vu sur les BD, qui est assez extraordinaire. Mais c'est pas un outil démocratique, non, certes. Bon, ma plus grande déception, très honnêtement, c'est moi qui ai beaucoup de mais vous êtes vraiment un Apple basher, hein, c'est incroyable. On a une plus grande déception, mais c'est vrai, parce qu'on a tellement attendu ce produit quand on est arrivé, j'étais un peu déçu, mais bon, ça date de quelques heures simplement, avec le temps peut-être ça va passer, on ne sait pas. C'est que effectivement moi qui ai beaucoup de médias, de musique, de photos, de vidéos dans mon Mac, souvent des vidéos achetées sur iTunes, je dois être l'un des rares, je les ai pas trop piratées pour une fois, je peux pas en profiter sur mon iPad directement, il faut que je synchronise, et c'est pénible de se dire qu'on a un objet mobile et d'être obligé de lui mettre un fil à la patte. Et une fonction qui est toute bête sur iTunes, qui est une fonction de partage de médias qui permet d'écouter d'un Mac à l'autre le contenu audio, le contenu vidéo d'un Mac du bureau quand on est dans la chambre. Ben, je ne peux pas à distance en Wi-Fi, comme il existe dans le monde PC, le DLNA, Hubert, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, ça n'existe pas sur l'iPad. Et ça vraiment c'est le maillon faible de l'iPad aujourd'hui. Ce que tu peux faire pour ça, c'est qu'il y a des applications qui vont te donner un accès DLNA. J'ai pas essayé, mais j'ai lu les reviews et ça avait l'air pas mal. Je veux dire, évidemment qu'il y aura des applications et tant mieux, mais c'est quand même une fonction de base qu'on attend pour ce qu'on présente comme l'objet. Mais ça sort du giron d'Apple, tu sais comment ça se passe. Oui, non, mais c'est quand même l'ordinateur de la table basse, l'iPad. Hein, et de la table basse, on a envie de regarder une vidéo qui peut être stockée dans l'ordinateur, qui est dans le salon ou dans la cuisine ou dans la chambre, quoi. Et c'est incompréhensible ce choix-là. Mais bon, passons. Un autre point qu'il faut passer en revue, c'est le cas des applications iPhone. Alors comment ça se passe lorsqu'on lance une application iPhone sur son iPad, Hubert ? Alors ça va apparaître en petit, donc en quart d'écran, et si donc a priori quasiment toutes les applications iPhone marchent, si vous voulez l'agrandir, il y a un bouton x2 et en gros ça va doubler la taille des pixels et ça va apparaître avec des gros carrés. Alors est-ce que c'est grossier, est-ce que ça vous a choqué, est-ce que vraiment à la longue on peut utiliser ça ou c'est vraiment un pis-aller le temps que les comme un émulateur des Renault, le temps que les fonctions iPad c'est vraiment temporaire à mon avis parce que
La bonne nouvelle, c'est que c'est pas très dur de changer la résolution dans une application, même pour des jeux, etc. En attendant, ça passe, mais c'est vrai que ça donne pas envie. Est-ce que le risque, Monsieur X, c'est que les développeurs d'applications iPhone ne vont pas proposer la mise à jour de ces applications, mais en payant pour l'iPad? Non, je pense pas tout de suite. Je pense que les utilisateurs sont quand même pas que des crétins. Donc c'est pour moi que vous dites ça. Non, mais pour payer une application iPad, il faudra vraiment qu'elle ait été développée pour l'iPad avec le nouveau SDK, soit le 3.2 qui est là, soit le 4.0 qu'on attend incessamment sous peu, et apporte de la valeur ajoutée par rapport à ce que peut donner l'iPad. Une plus grande résolution, puis peut-être d'autres fonctions que j'imagine pas encore. Si vous avez une application qui marche sur iPhone, la chose que vous allez vraisemblablement faire, c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec Hubert, c'est simplement temporaire, c'est la réadapter pour l'iPad. Ça va se faire plus ou moins vite, mais toutes les applications les plus populaires ont un grand intérêt à le faire, puisque il y en a déjà eu à l'heure où on parle, je sais pas, peut-être 600 000 de vendus, et c'est 600 000 téléchargements potentiels en plus. Voilà. Donc, le dernier point qui constitue certainement véritablement le point fort de cet engin, c'est l'autonomie. Alors moi je manque un peu de recul pour vous en parler parce que je l'ai reçu ce matin et là il est presque 1h du matin ici à LCI, on finit tard. Tu as combien d'autonomie sur l'iPad encore là, Cédric? Il t'annonce combien? 62%, et pourtant j'imagine que tu as fait joujou avec. J'ai pas arrêté toute la journée, donc voilà, 62%, donc je l'ai reçu à 10h du matin, il est 1h du matin maintenant, ça vous donne une idée. Pas en permanence allumé, mais quand même. Hubert, ça c'est vraiment un point fort de l'iPad aujourd'hui. Oui, alors ce qui est vraiment bien, c'est que le processeur custom d'Apple et l'ensemble du système en fait consomme, je crois, que 2.5 watts. Et donc on peut le laisser allumer avec l'écran allumé à 50% pendant entre 10 et 12 heures selon ce qu'on fait. Et c'est quand même vraiment bien. Pour conclure, messieurs, en quelques mots, qu'est-ce qui sont vraiment les points manquants qu'il faudrait à l'iPad vraiment pour devenir l'objet ultime qui vous ferait craquer si vous ne l'avez pas encore acheté? J'en ai un en face de moi, n'est-ce pas Cédric? Même s'il n'a pas lâché de la soirée, comme vous avez pu le voir. Bien sûr. Concrètement. Mais entendons-nous, c'est une super machine, il n'y a pas de doute là-dessus, mais évidemment il manque des choses pour la rendre utilisable. C'est-à-dire, pour que j'emporte ça dans mon sac à la place d'un netbook quand je pars en voyage, il faudrait des trucs idiots, genre un gestionnaire de fichiers. Ça a l'air bête, Vous avez des applications qui permettent de sauver des fichiers, des images, etc. Il n'y a pas de gestionnaire de fichiers, il faut synchroniser à travers iTunes. Ça c'est impossible, c'est impensable quand vous partez en voyage, ça ne peut pas être votre seule machine. Évidemment il faut un lecteur de carte SD pour charger ses photos et le reste. Il y a un adaptateur pour ça. Oui, il y a un adaptateur. Oui, mais alors, est-ce qu'on peut les charger dans les deux sens? Je me fais l'avocat du diable, les enfants. Et puis, soyons fous, une prise USB pour brancher des périphériques. Pensez pas, c'est pas propriétaire, on peut pas mettre de licence là-dessus, n'est-ce pas, monsieur X? Une clé USB, absolument. Un disque dur, enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Parce que pour l'instant, c'est un très joli jouet, mais qui n'est pas franchement destiné à sortir de la maison. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette 16e édition déjà d'On refait le Mac. Je vous invite à retrouver le test complet de l'iPad que tient entre les mains, où il a plu, il est toujours, la batterie est très endurante ce soir. Très bien. Le test complet de l'iPad dans le prochain numéro d'iCreate le 23 avril. Vous retrouvez également Cédric sur plein écran. Sur LCI, dans plein écran. Et sur la French Connection. Et sur iTunes, et la French Connection sur LCI. iTunes. Pas encore sur iTunes. Ça va venir. Mais envoyez-moi des mails, je vous enverrai le lien secret pour vous abonner au podcast. Et Hubert, bien sûr, qu'on retrouve sur le site hubertgizmo.com en anglais et en français, bien sûr. Et en chinois et en allemand. Oui, en polonais. Oui, bon, on va s'arrêter là. Et en espagnol. C'est multinational et lui. Voilà, et pour ma part, vous retrouvez le site On refait le Mac tous les jours quand j'ai un peu le temps. Et puis, chaque semaine sur LCI, vous avez un mobile. Merci d'avoir participé à cette émission. À la semaine prochaine. Salut. À bientôt.